Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors, je ne sais pas vraiment pour vous, mais moi j'ai un peu l'impression que 2021, c'est en gros la prolongation, le temps additionnel de 2020. Alors, passer d'un confinement mou à un couvre-feu à 18h, c'est sûrement un progrès, mais nous sentons quand même les effets de ce temps suspendu depuis mars. On a beau s'habituer à vivre dans ce présent masqué, dans cet anormal sous attestation, ça pèse un peu. Alors, moi, j'ai peut-être des circonstances personnelles un peu exténuantes, mais entre la décapitation de Samuel Paty, les vacillements de la démocratie américaine, le variant anglais et le lissage brésilien de Marlène Schiappa, je crois que nous avons tous et toutes besoin d'un petit moment de répit. Et puis surtout, après une année 2020 marquée par une forme de sidération, eh bien, nous entrons dans une période assez fascinante au fond. La crise sanitaire, économique, sociale et environnementale nous impose de tout repenser, de tout poser sur la table, de tout regarder au fond avec un peu de courage et surtout, eh bien, un peu de bonne foi. Se réinventer ou disparaître, c'est le terrible privilège de nos sociétés. Et nous, à l'ADN, nous voulons y contribuer en donnant des espaces de réflexion et de dialogue pour tenter de voir un peu plus clair dans ce bordel. Et pour ça, il faut du temps et de la tranquillité. Alors, bienvenue ici, au calme, la nouvelle émission d'ADN Le Shift. Vous voyez les grandes gueules ? C'est l'inverse. Avec ce rendez-vous trimestriel, nous vous proposons de prendre du temps pour penser le temps long. Nous allons à chaque fois passer 1h30 avec un ou une invitée dont la voix porte. Cette émission est pensée comme un vrai moment de rencontre avec cette figure publique, un espace rien qu'à nous pour réfléchir et avancer. Pas de buzz, pas de clash, si possible pas de franglais d'ailleurs, mais vos questions, les réponses de notre invité, et puis si on peut, on va un peu se marrer aussi. Alors nous ne sommes pas ici pour projeter mais pour construire, pas pour gueuler mais pour penser, pas pour tweeter mais pour dialoguer en vrai, et vous faites évidemment partie de ce dialogue. Vous pouvez à n'importe quel moment poser vos questions dans Zoom, il y a un onglet questions-réponses, il se situe juste ici, quelque part sur l'écran. Et moi, je me ferai votre voix auprès de notre invité. Je vous vois en directement poser des questions. Je vois que la directrice des rédactions de l'ADN, par exemple, me dit bonjour, ce qui me fait très plaisir. Alors, le Shift, pour que vous compreniez quand même ce que c'est le collectif du magazine L'ADN. C'est son prolongement humain, si vous voulez. Avec le Shift, nous vous invitons à vivre ce que nous vivons en tant que médias, vous connecter à l'époque, vous inspirer et initier des conversations durables. En fait, c'est un journalisme hors les murs, une conversation permanente afin de mieux capter l'esprit du temps et les reflets de demain pour écrire ensemble le récit de la transition. Alors je vous rassure, vous n'allez pas passer 1h30 seul avec moi. Tout au long de l'émission, des membres du Shift interviendront, ainsi que des membres des rédactions des médias de l'ADN. Alors plongeons-nous tout de suite dans le sujet, celui de la transition. Cette transition, elle est culturelle, économique et donc forcément politique. On ne change pas le monde uniquement en faisant son compost. De temps en temps, il faut des changements plus systémiques. Il faut assumer donc de se saisir de tous ces champs, de parler de politique, de faire de la politique. Il faut les explorer ensemble pour définir notre horizon commun et donc rencontrer et questionner celles et ceux qui portent ou affichent publiquement cette transition. Et notre tout premier invité entend la porter au sommet de l'État, ou du moins pour le moment d'être candidat à la candidature pour la porter au sommet de l'État. Il entend être celui qui rassemblera les écologistes et peut-être plus largement les Français aux élections présidentielles de 2022 pour savoir sur quelle base, avec quel projet et dans quelles conditions. Je vous propose ce soir de passer un moment au calme avec Yannick Jadot. Bonsoir Monsieur Jadot. Bonsoir. Ça va, vous êtes bien installé, on est au calme? On est très bien. Alors, on a de l'eau, il y a des fraises tagada, des gens qui nous regardent, j'espère qu'ils nous écoutent. On va pouvoir commencer, mais avant de parler de 2022, je pense que c'est intéressant qu'on se penche sur votre parcours, celui qui date évidemment d'avant, juste la victoire, appelons ça la victoire, de Europe Écologie Les Verts aux dernières européennes. Je vais résumer votre parcours, vous me corrigez si je me trompe. Vous êtes né en 1967 en Picardie. Je
jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Vous êtes économiste de formation, spécialisé en économie du développement. Vous avez eu une première carrière dans les ONG jusqu'à devenir directeur des campagnes de Greenpeace France entre 2002 et 2008. Lors de ce passage, vous avez notamment été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, puisque vous avez pénétré dans la base de l'île Longue à Brest, qui est là quand même où la Marine nationale gare ses sous-marins nucléaires. Mais de manière totalement publique, ouverte, avec des journalistes. Et c'était un beau moment parce que c'était une mobilisation citoyenne très très forte. Et puis il faut toujours rappeler que la prolifération nucléaire, c'est un problème du monde. D'accord. Alors, ça, c'était votre côté délinquant ou activiste, les deux peut-être, militant. Vous êtes adhérent des Verts depuis 1999. Vous avez participé à la campagne de Noël Mamère en 2002. Oui. En 2008, vous avez quitté Greenpeace pour diriger la communication de la campagne menée par Daniel Cohn-Bendit pour les élections européennes. J'étais surtout candidat. Vous étiez candidat également. Vous avez d'ailleurs été élu député européen à cette occasion. Siège que vous n'avez jamais perdu, puisque vous êtes toujours député européen. En 2016, vous avez été élu candidat d'Europe Écologie Les Verts aux primaires écologistes, et vous vous êtes retiré de la campagne au profit de Benoît Hamon. On ne va pas refaire le match, mais vous vous êtes retiré au profit de Benoît Hamon. En 2019, vous êtes donc la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, dont les résultats présentent à ce moment-là votre parti comme la troisième force politique française. C'était le dernier vote complètement national. C'est donc une radiographie intéressante. Et nous sommes entre nous ce soir pour parler de la suite, qui se déroulera évidemment dans un contexte très particulier. Le monde a quand même vraiment changé, et pas qu'une seule fois presque depuis. Alors pour peindre ce décor, j'aurais pu vous citer les 80% de la forêt tropicale déjà détruite pour subvenir aux besoins de notre bétail, les 71 652 morts de la Covid-19 en France, la 6e extinction de masse que nous sommes en train de vivre, ou vous dire aussi qu'il y a dans le monde 800 millions d'animaux domestiques. J'avais écrit ça, mais ma directrice de rédaction a dit que j'étais un peu glauque. Donc, je vous propose de changer le système. C'est vous presque qui allez faire cette introduction. Je vous propose de dresser vous-même le panorama dans lequel nous évoluons en répondant à un quiz intégralement basé sur des faits, sur des informations, mais sélectionnées de manière complètement subjective. C'est le moment du Datarama. Alors, le principe est aussi simple qu'il est tordu. Vous ne voyez pas ce qui se passe à l'écran. Je vous prête le mien. Super. Voilà, comme ça, vous verrez mieux l'image. Alors, je vais vous donner un chiffre avec un tout petit indice et je vais vous demander de me dire ce qu'il représente. Je vais être honnête, les indices sont maigres et les chiffres un peu chelous. Le premier chiffre, c'est 75%. À votre avis, de quoi s'agit-il? Je rajoute l'indice, il s'affiche en bas de votre écran, j'ai promis que je ne ferai pas cette vanne. C'est trop tard. Il s'agit de transport. 75% des Français aimeraient faire davantage de vélo. Alors, peut-être, mais là, en l'occurrence, c'est 75% des gens prêts à embarquer sur des vols pour nulle part. Il y a d'ailleurs des France non, c'est pas en France, c'était les Singapour. Alors il y a Singapour et Australie, et effectivement, exactement, des compagnies aériennes qui organisent des vols qui décollent et atterrissent au même endroit, juste pour satisfaire leur clientèle en mal de voyage. On n'est pas vraiment là dans un grand basculement écologique. Ah, là, on est dans l'absurdité absolue. Mais par exemple, nous, au Parlement européen, les écologistes, on avait obtenu au début du confinement qu'on arrête de faire tourner les avions à vide, parce que vous savez que les avions ont des créneaux, et qu'à partir du moment où, au début du confinement, où ils n'occupaient pas les créneaux, ils perdaient les créneaux. Donc on a quand même réussi à faire passer rapidement une loi pour arrêter cette absurdité. Alors, autre donnée, deuxième Datarama, 42% contre 3%, et nous parlons d'économie. Alors, 3% de la population émet autant de gaz à effet de serre que 42% de la population. Je parle des 3% les plus riches. Alors, ça je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, il s'agit du cours du Nasdaq
qui a pris 40... Rien à voir. Mais votre version n'était pas inintéressante. Mais le Nasdaq a pris 42%, tandis que l'économie américaine se contractait de 3%. On a donc une économie de marché sur la tête, en gros, a priori. On a vu cette année, effectivement, les bourses exploser, encore davantage de dividendes dans un monde qui est marqué à la fois par la crise sanitaire, une crise sociale absolument dramatique, hein, si on est à l'échelle mondiale, et les plus riches qui sont toujours plus riches, et malheureusement les plus pauvres toujours plus pauvres. Donc un des éléments, une des leçons qu'on devra tirer évidemment de la période avant le Covid, mais aussi avec le Covid, c'est qu'il y a un enjeu de justice sociale qui est très fort aujourd'hui dans nos sociétés. Eh bien, on va en parler. C'est évidemment un des axes de notre conversation. J'ai encore 2 données à vous fournir pour fixer ce panorama. 7,74% contre 4,2%. Là, nous parlons d'environnement. Eh bien, j'en sais rien. Et moi non plus, avant de chercher. Avant, mais oui, non, mais je comprends. Je vous avais dit, c'est très très chelou, c'est complètement subjectif. Au niveau mondial, les émissions de CO2 ont baissé de 7,4% entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, pendant que le PIB mondial reculait de 4,2%. Pour rappel, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le monde doit diminuer ses émissions mondiales de gaz à effet de serre de 7,6% par an entre 2020 et 2030 pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. On voit bien donc qu'il faut faire quelques efforts et qu'il faudrait en réalité presque nous confiner, nous reconfiner chaque année. On voit bien là qu'il y a un défi qui est quasiment impossible à relever. Moi, je prends pas les choses comme ça. Pour moi, l'année que nous avons vécue, c'est certainement pas une année écolo. Y compris, vous vous souvenez, en mars dernier, il y en avait même certains qui disaient la nature se venge, parce qu'on sait que cette pandémie, très probablement, vient de la déforestation, et donc, au fond, il y a une crise écologique à la source de cette pandémie. Et donc, finalement, on l'aurait bien mérité. Je supporte pas ça, en fait. Une société où on est confiné chez soi, où on n'a plus de liens sociaux, où on n'a plus accès à la culture, on n'a plus accès aux autres, pour moi, c'est pas une société écolo. Donc, les émissions de gaz à effet de serre ont reculé du fait de la crise économique, mais c'est en aucun cas un modèle souhaitable dans quelques conditions que ce soit. Donc on n'est pas sur une écologie punitive quand même, c'est pas le message. L'écologie, c'est au contraire, c'est la joie, ce sont les liens, c'est la culture, c'est l'émancipation, c'est l'épanouissement, c'est ne serait-ce que pouvoir se balader dans la nature. Aujourd'hui, tout ça, c'est quand même extrêmement réduit, donc non. Alors j'ai un dernier chiffre, celui-là je pense que vous l'avez, il s'agit de 13,48. Eh oui, ça c'est le résultat des élections européennes de 2019, plus de 3 millions de voix. C'est un beau score, mais c'est surtout une responsabilité. Je pense que depuis longtemps, on n'avait pas réconcilié d'une certaine façon l'aspiration populaire à l'écologie, qu'on voit partout dans les enquêtes, quand on discute avec ses copains, ses voisins, sa famille, et son débouché politique. Jusque-là, il y avait une sorte de hiatus entre on veut de l'environnement, mais est-ce que les écolos peuvent incarner cette envie d'environnement? Ben, je crois que là, on avait réussi à raconter quelque chose d'intéressant, qui a éveillé la curiosité et pour 3 millions de personnes, l'adhésion. Mais c'est une responsabilité, parce que notre responsabilité, c'est de transformer cette société. 3 millions 55 023 voix, avec un taux de participation de 50%. On voit dans ce datarama que vous venez vous-même du coup de dessiner une opinion certes mobilisée, pas toujours prête à changer ses habitudes, une économie de marché qui a l'air un peu déconnectée et un défi immense, vous venez de le souligner, avec 2 échéances quand même politiques en 2021 et en 2022 qui sont très proches. Ça va nous permettre de passer à la première thématique de notre soirée. Nous allons parler politique, nous allons parler force en présence. C'est donc le moment de l'état des lieux. Nous allons donc parler de votre stratégie
pour 2022. Première chose, parce que sinon vraiment le reste de l'interview n'est plus le même, vous me confirmez bien que vous serez candidat lors des primaires d'Europe Écologie Les Verts qui doivent être organisées avant le mois de septembre. Ce que je vous confirme, c'est que je me prépare à l'élection présidentielle. Je m'y prépare parce que je crois que vous avez rappelé toutes les urgences. On a une urgence sanitaire, évidemment, dans laquelle on est. On a une urgence climatique majeure. On a l'effondrement de la biodiversité. On a la nécessité absolue de repenser notre économie, d'innover technologiquement, socialement, démocratiquement, de mettre les forces vives de notre pays au service d'un projet. Et ce projet-là, et cette urgence, et ce projet-là, c'est l'écologie. Donc moi je m'y prépare avec beaucoup de sérieux, parce que vous savez, l'objectif c'est pas de gagner l'élection présidentielle. Ça c'est la fin de l'échauffement, j'allais dire. L'objectif c'est de remplacer Emmanuel Macron, c'est de remplacer son gouvernement, c'est de remplacer sa majorité à l'Assemblée nationale dans un pays très divisé, très fracturé, qui à la fois aimerait bien mettre la touche pause là, d'arrêter d'être bousculé, qu'on s'arrête, qu'on souffle, et qui sait en même temps qu'il faut changer beaucoup de choses. Donc c'est une sacrée responsabilité de réconcilier, d'apaiser et d'organiser les grandes bascules sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'agriculture, sur la gouvernance des entreprises, sur la façon dont on maille la société démocratiquement. Donc je m'y prépare avec beaucoup de sérieux. On n'y va pas par sacrifice à une élection présidentielle. On y va avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. Je pense que c'est le moindre du respect qu'on doit aux Français, d'y aller avec une incroyable détermination pour les servir. Je ne peux pas m'empêcher quand même de noter que ma question est: est-ce que vous serez candidat lors des primaires? Votre réponse est: je me prépare à la présidentielle. Ça fait écho à une phrase que vous disiez. Vous aviez dit: si la primaire écologiste devient une machine à perdre, je prendrai mes responsabilités. Est-ce que c'est-à-dire que vous êtes prêt à aller vers la présidentielle, j'allais dire, quel que soit le résultat de cette primaire, ou en dehors de cette primaire? C'est pas ça. C'est de dire que si on veut gagner cette élection présidentielle, il faut rassembler tout l'espace politique. Entre Mélenchon, qui a décidé d'y aller, il ne sortira pas de son couloir, c'est comme ça. Y compris, on a des différences politiques sérieuses, et Emmanuel Macron. Donc si on veut rassembler cet espace politique entre Mélenchon et Macron, et ben à un moment donné, il faudra une désignation d'une candidature unique pour tout cet espace politique pour espérer gagner. Donc là, la primaire des écologistes, c'est une partie de cet espace politique. Il faudra les sociodémocrates, il faudra les progressistes, il faudra les humanistes, toutes celles et tous ceux qui ont marché pour le climat, toutes celles et tous ceux qui se disent « Waouh, ce qui se passe à l'hôpital, ce qui se passe dans l'école, ce qui se passe dans la police, ça m'inquiète, donc il faut un État protecteur, il faut des services publics de qualité. » Celles et ceux qui se disent c'est incroyable, je veux dire, on a un truc qui est la révolution climatique, on a pu faire la révolution digitale. Ça, c'est un outil, ça a créé des communautés, ça a créé de la recherche, ça a créé d'autres formes d'entreprises, ça a réorganisé la société. Mais la révolution climatique, c'est une bascule où, d'une certaine façon, la révolution digitale, c'est l'apéritif, vous voyez. Là, on passe sur un truc qui doit mobiliser toute la société. Il y a une telle urgence. Il faut mobiliser toute la société. Et donc, sur la primaire, ce que j'ai dit, c'est que les écologistes doivent être attentifs à ce que cette primaire soit une étape positive dans ce rassemblement, que ça ne soit pas un obstacle. Parce que là, il ne s'agit pas simplement de désigner notre candidat, et puis c'est fini, on part en campagne présidentielle. Il faut désigner un candidat, et après, il faut rassembler un camp beaucoup plus large. Et moi, je ne perds pas de vue qu'il faudra une candidature unique sur cet espace entre Mélenchon et Macron, et que donc il faudra un moment, un processus de désignation à la taille de cet espace politique, parce que sinon on perd. Sinon on perd. Et moi je veux pas 50 plus d'Emmanuel Macron, je veux surtout pas Marine Le Pen, je veux un projet qui enthousiasme les Français, je veux un projet qui redonne une perspective aux jeunes, je veux un projet qui donne du sens à l'entreprise, je veux un projet où les régions se sentent actrices
de leur territoire et non pas en attendant que Bercy décide pour les régions. Donc je veux un beau projet de société et pour ça, il va falloir qu'on soit nombreux et nombreux. Alors justement, sur cette question du rassemblement et au fond de la candidature unique de la gauche, dans un spectre qui commence quand même un tout petit peu à, j'allais dire, à se densifier. Et on voit une forme assez habituelle d'ailleurs de bal des égaux. On entend. Pourquoi vous dites bal des égaux? Eh bien, on sent quand même une envie parmi les candidats et les candidates de gauche, pour certains, allais-je dire, d'avoir un agenda de présence qui ne soit pas nécessairement celui de la victoire. Tout le monde ne parle pas de candidature unique. Ça, je suis d'accord. Mais attention à... Pourquoi je vous reprends là-dessus, si je peux me permettre? Parce que le bal des égaux, on a l'impression qu'on est là juste pour sa gueule, en vrai. Hein, que on va toucher un jackpot, qu'on est là juste pour soi, et qu'à un moment donné, on est tous pareils, toutes et tous pareils, et qu'au fond, c'est juste un bal des égaux. La politique, c'est pas facile. J'en fais pas, j'ai pas pleuré. Moi, je suis très fier. C'est un privilège de faire de la politique, mais le monde politique est devenu tendu. La défiance vis-à-vis de la politique, vous le savez, est très très forte. Donc, c'est pas que du plaisir. Et puis surtout, à un moment donné, quand vous êtes engagé, vous avez rappelé mon parcours. Moi, j'ai commencé en Afrique. J'ai vécu, j'ai bossé en Afrique. Après, j'ai été au Bangladesh. J'ai vécu, j'ai bossé au Bangladesh, et puis en Asie, et puis dans pas mal d'endroits. Bon. C'est l'aboutissement d'un parcours. J'ai mon parcours, j'ai mes idées, que je construis évidemment avec d'autres. C'est un travail collectif. Ce ne sont pas les mêmes que Arnaud Montebourg. Ce ne sont pas les mêmes que Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont pas les mêmes qu'Anne Hidalgo. Et que c'est pas simplement le bal des égaux, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes convaincu, quand vous battez pour vos idées, quand vous percevez comment vous pouvez transformer ce pays qu'on a tellement besoin, ne pas avoir les mêmes idées que l'autre, c'est aussi vouloir à un moment gagner, pas une compétition, mais où sont vos idées, votre façon d'approcher la société, la politique, qui, vous le pensez, évidemment la meilleure. Ça signifie que si les circonstances politiques ne vous étaient pas les plus favorables à la sortir de cette primaire, ou pour rassembler la gauche, vous auriez le même mouvement, allais-je dire, que lors des dernières présidentielles? Écoutez, c'est vrai, lors des dernières présidentielles, il y avait les écologistes avaient désigné leur candidat, c'était moi, et puis vous avez une primaire socialiste qui a désigné un candidat, Benoît Hamon, qui reprenait une partie de nos idées incontestablement. Et donc, à ce moment-là, l'objectif, il sort de la primaire, il est à 18%. Dans les sondages, 18%. Le ticket d'entrée au second tour, c'était 22, 23, 24. On n'est pas loin. Donc, moi, je joue ce rassemblement. Je joue ce rassemblement pour mettre toutes les forces de la gauche qui s'écologisent avec la famille écologiste et puis bien au-delà, parce qu'il y a plein de gens qui ne se retrouvent pas entre la gauche et la droite et qui se retrouvent dans les idées de l'écologie. Et on se dit, voilà, si on se rassemble, on peut jouer la gagne. Et moi, mes idées, ma conviction, c'est qu'il faut toujours jouer la gagne. Alors justement. Et donc, je me suis retiré pour me mettre au service de mes idées. Mais vous noterez que ça n'a pas été le succès attendu. Et que la social-démocratie dans notre pays, qui a gouverné 5 ans dans les 10 dernières années, qui est plein de richesses, mais qui a aussi montré ses limites, eh ben, c'est pas le logiciel pour incarner l'écologie. Et c'est pour ça que je crois que pour 2022, c'est pas une candidature sociale démocrate dont nous avons besoin, même Verdi, c'est l'écologie parce qu'il y a une telle urgence qu'il faut une conviction absolue, une détermination formidable et une cohérence dans l'action. Alors, justement, pour cette cohérence, pour présenter un visage uni, hein, j'allais dire presque un front de gauche, sans nécessairement parler un d'un rassemblement autour de l'écologie. Un rassemblement autour de l'écologie, eh bien la question qui se pose, c'est celle
d'une candidature unique. Et sur ce point, une membre du Shift, justement, a une question très précise pour vous. Elle est membre également des Rencontres de la Justice et elle est accompagnée par 2 autres activistes Ça fait un peu le Shield, hein, non? À chaque fois que j'entends le Shift, j'entends le Shield. Ah, écoutez, on a moins de super pouvoirs, mais on met bien les gens en relation. Et là, tout de suite, je m'apprête à vous présenter Mélanie Marcel de Socience, Samuel Gryborski de Coexister et Kevin Vacher du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Ils ont une question pour vous. Je vous invite à mettre votre écouteur qui est là. Moi, je vais le mettre aussi. Et nous allons tout de suite les entendre. Est-ce que les chers camarades, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Oui, on vous voit, on vous entend. Oui, formidable. Eh bien, chère Mélanie, cher Sam, cher Kevin, vous êtes avec Yannick Jadot et je sais que vous avez une question à lui poser sur l'organisation des primaires, justement. Absolument. Alors, nous sommes des membres du coup de la Rencontre des Justices. Il faut savoir que c'est très intéressant parce que ce que vous disiez sur cette rencontre justement entre les enjeux qu'il faut porter, qui sont à la fois des enjeux sociaux et qui sont des enjeux écologiques, et ces 2 questions sont aussi importantes l'une que l'autre et sont aussi urgentes l'une que l'autre. Et cette rencontre, en fait, elle a été faite dans la société civile, elle a été faite dans les marches qu'on a vues, dans le militantisme, dans l'entrepreneuriat social. Il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui nouveaux, différents, qui font ça. Et nous, on a vraiment voulu, avec la Rencontre des Justices, participer à ce rapprochement. Et on a réussi, par un processus, à impliquer militants, entrepreneurs, que ce soit sur des questions de justice écologique ou de justice sociale. Et on a produit plusieurs livrables. Un livrable, justement, de processus qui a en tête, en fait, les élections présidentielles qui arrivent. Et puis, un livrable très concret de victoire sociale et écologique que les citoyens en fait voudraient gagner. Et donc ma question elle est très simple puisque ça a déjà été longuement évoqué. Sur le terrain, on a assez peur que les candidatures se dispersent. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir effectivement ce candidat unique en termes vraiment de processus? Et si nous organisons une primaire citoyenne, est-ce que vous en serez? Et j'ai eu l'occasion d'auditionner, et puis évidemment bien au-delà, c'est un processus extrêmement intéressant de convergence à la fois sociale, écologique et démocratique, féministe, parlant aussi beaucoup des enjeux de discrimination qui sont essentiels aujourd'hui. Je crois avoir en partie répondu à la question de la primaire. En partie. Moi, je l'ai dit, il nous faut une candidature de rassemblement et que l'enjeu incontestablement aujourd'hui, c'est de travailler sur les propositions. Moi, j'ai contribué, comme d'autres, à mettre en débat un certain nombre de propositions pour qu'on avance, qu'on ait finalement une plateforme à défaut d'un programme présidentiel, parce que ce doit être aussi un programme pour l'Assemblée nationale, mais qu'on ait déjà une plateforme commune. Et vous savez, ma certitude, c'est que, je l'ai dit, je pense que Mélenchon suivra sa ligne, mais ma certitude, c'est que entre Mélenchon et Macron, il y aura une candidature commune, et puis j'espère que finalement Mélenchon s'y ralliera plus tard. Est-ce que ça répond à votre question, chers activistes? Alors, je pense que sur la primaire, on a un début de réponse, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui a été mentionné, c'est aussi les victoires. Et je crois que Kevin, tu avais peut-être une question sur ça qui est peut-être plus précise. Oui, si je peux, oui, bien sûr. Donc, comme le disait Mélanie, il y a eu une série de victoires qui ont été proposées par ces entrepreneurs et activistes qu'on a réunis. Notamment, une des questions, et vous l'avez cité, la question de la discrimination qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, est au cœur, en effet, des propositions qui ont réuni ces activistes et entrepreneurs de la société civile. Moi, j'aimerais vous interroger sur une question sur laquelle vous êtes beaucoup intervenu pendant l'année 2020, ou un ensemble de questions, on va dire, qui sont les questions qui concernent les questions de laïcité
et de sécurité, qui encore aujourd'hui, avec la loi sur le séparatisme, est au cœur de l'agenda gouvernemental et public. À la rencontre des justices, on a tenté d'essayer de proposer des mesures, des victoires à obtenir, qui aillent vers un horizon en 2030, qui soit d'une part que notre État garantisse une société plurielle face au séparatisme raciste, c'est-à-dire les discriminations racistes dont sont victimes les personnes, notamment originaires des immigrations, et d'aller vers une police de l'intérêt général, et non une police qui est mue par la culture du résultat à la sauce Manuel Valls. Concrètement, ce qu'on propose, c'est de mettre un coup d'arrêt à l'hystérie collective qu'il y a autour de l'islam et de la laïcité, en proposant une parole présidentielle responsable et une loi sur la cohésion nationale écrite par les citoyens qui rappelle la laïcité légale et qui protège des discriminations racistes. Et dans un deuxième temps, donc ça nous protégerait notamment des actes islamophobes, notamment des délires de certains politiciens locaux sur le burkini, par exemple, on se souvient de cette polémique-là, et d'autre part, d'aller vers une police qui défend l'intérêt général, ça veut dire mettre fin aux violences policières, en réformant fondamentalement les GPN, en faisant en sorte qu'elles soient indépendantes du ministère de l'Intérieur et contrôlées par des associations contre la discrimination, et que cette police soit réorientée vers des missions sociales de lutte contre les discriminations et les délits et crimes environnementaux, afin que cette police puisse lui faire confiance tout simplement. Donc une refondation de l'institution policière. Comment vous positionnez là-dessus? Parce que je trouve que ça va être un des enjeux de l'élection 2022, et c'est déjà un des enjeux des mouvements sociaux climatiques, des quartiers populaires, etc., qui est posé aujourd'hui. Alors merci. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit. Prenons par exemple la question de l'IGPN. Pour ma part, moi je pense qu'il faut mettre, effectivement, il faut rendre l'IGPN indépendante, et moi j'ai proposé qu'on la mette sous la responsabilité de la défenseuse des droits, parce qu'aujourd'hui c'est une femme, et que on place l'IGPN, donc une institution indépendante, sous la responsabilité du défenseur des droits, avec des associations parties prenantes. C'est un peu ce qui est le cas en Grande-Bretagne pour l'inspection interne de la police. Ce que j'ai proposé aussi, c'est que on arrête avec le ministère de l'Intérieur et qu'on crée un ministère de la protection républicaine. On sortirait du ministère de l'Intérieur, par exemple, la question des discriminations, qui devrait aller sur la question vers le ministère de la Justice. On sortirait l'asile, qui devrait aller vers un ministère des solidarités. On sortirait les préfets qui aujourd'hui interviennent dans les régions, y compris sur le plan économique. Ça n'a aucun sens. Donc il faut un ministère de la protection républicaine, évidemment, qui intègre la question de l'environnement, qui intègre la question de la lutte contre les discriminations, qui intègre évidemment la question de la protection, de la tranquillité. Donc ça, c'est l'objectif. Mais il ne suffit pas d'un redécoupage institutionnel. Il nous faut, j'ai proposé qu'on fasse une conférence de la confiance et du respect entre la police et la société. Parce qu'on a besoin de repenser le sens et les missions des policiers. Aujourd'hui, beaucoup de policiers, et la grande majorité des policiers, veulent servir l'intérêt général. Vous l'avez dit, ils ne supportent pas la politique du chiffre. Ils ne supportent pas d'être amenés à contrôler les dérogations, à contrôler en permanence sur les consommateurs de drogue douce, à contrôler en permanence sur les sans-papiers. Non seulement ils trouvent ça dégradant, mais le plus souvent, ça ne leur permet pas de faire leur mission, qui est de protéger, qui est d'enquêter et d'assurer la sécurité publique. Donc il faut une grande conférence qui à la fois dise quelle est la mission de la police, de la gendarmerie, et qu'on ait derrière une grande loi de programmation, parce que aujourd'hui la situation sociale pour les policiers et pour les gendarmes est dramatique. Je veux dire, tant qu'on n'élèvera pas dans la police, comme à l'école, à l'hôpital, à la justice et dans le reste des services publics, les salaires, qu'on n'améliorera pas les conditions de travail, nous n'aurons pas des services publics à la hauteur de l'enjeu de la République. Enfin, puisque vous avez parlé de la question
de la République et du séparatisme. L'enjeu premier, c'est qu'on tienne la promesse républicaine. Quand vous organisez dans certains quartiers la ghettoisation, les discriminations territoriales, sociales, comme vous l'avez dit, autour du nom, de la couleur de peau, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle, à un moment donné, quand la puissance publique se retire de certains lieux, eh ben, c'est toujours les plus cons qui s'y installent. Et donc, il nous faut tenir à la fois la promesse républicaine, redonner du sens, une mission et des moyens à la protection, à la sécurité, et puis partout, faire travailler les policiers, avec les acteurs sociaux, avec les magistrats, avec les citoyens, pour justement identifier au plus près les problèmes de sécurité et y apporter les bonnes réponses. Merci beaucoup à tous les trois, Samuel, Mélanie et Kevin. Monsieur Jadot, je voudrais rebondir sur cette question et enlever mon écouteur. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs. Kevin nous le rappelait, ces questions ont été sur la scène politique et médiatique mêlées. On a mêlé volontairement insécurité, intégration et islam dans une manœuvre qui visait sûrement à créer beaucoup d'insécurité culturelle pour avancer des tactiques politiques non masquées qui visaient à peut-être mieux diviser ou en tout cas créer un peu de peur pour mieux mobiliser. Et bon an, mal an, ces sujets sont devenus des sujets de préoccupation réels pour les Français et pour certaines et certains qui vivent d'une manière extrêmement douloureuse parfois le mélange des populations, qui vivent d'une manière douloureuse un sentiment d'insécurité, sans que les deux notions soient toujours liées bien entendu, mais au sein de la propre famille écologique, on a vu que ce débat était difficile. Certains maires, je pense à la maire de Strasbourg, je pense au maire de Bordeaux, je pense à l'altercation entre Madame Hidalgo et le groupe écologique à la mairie de Paris, ont été peut-être mis en difficulté sur cette question de la laïcité, sur la question de l'intégration. Est-ce que vous seriez en mesure, ou est-ce qu'il est possible pour Europe Écologie Les Verts d'avoir vraiment une position commune, claire sur ces sujets? Mais elle est commune, elle est claire. Vous savez, les écologistes, ils sont comme les Français, ils sont laïcs, ils sont républicains. Que certaines ou certains aient choisi ce thème pour l'instrumentaliser et mettre progressivement le poison de la division au camp qu'il faut rassembler, ça, ce sont des fautes politiques. Ce sont des fautes politiques. Il y a pu y avoir, chez les écologistes, comme dans le reste de la société, des complaisances individuelles par rapport à certaines associations, par rapport à certains discours. Mais moi, je rejette totalement l'idée que les écologistes ne seraient pas républicains. Vous savez, je suis toujours surpris. Pendant le quinquennat Sarkozy, et la droite nous donne des leçons, et Darmanin est issu de la droite, comme beaucoup de ministres de ce gouvernement, et maintenant c'est la couleur politique de ce gouvernement. C'est quand même lui qui a supprimé 13 000 postes dans la police, Sarkozy. C'est lui qui a déstabilisé totalement le renseignement à l'échelle locale. C'est lui qui a été faire une guerre en Libye, qui a permis l'armement de tous les terroristes dans le Sahel. C'est les derniers gouvernements, notamment depuis Chevènement, qui ont dit aux musulmans de ce pays, vous allez être représentés par le CFCM, par les consulats. En fait, vous n'êtes pas des Français, vous n'êtes que des fils d'eux, du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie, de la Tunisie ou d'ailleurs, en laissant même l'Arabie Saoudite et le Qatar venir nous faire des leçons de religieuses. Mais non, attendez, parce que c'est ça qui est grave. Quand vous vendez des armes à l'Arabie Saoudite, quand vous êtes complaisant avec ce régime qui exporte une religion totalitaire, ce sont les écologistes qui sont complaisants, nous qui disons arrêtons les complaisances avec l'Arabie Saoudite. Mais quand on est complaisant avec Erdogan, qui affiche une religion qui n'est pas djihadiste, mais qui est ultra réactionnaire, mais qui est complaisant? Vous vous souvenez de Sarkozy?
assez bien. Mais fêtant les 50 millions que le Qatar allait investir dans les banlieues. Le Qatar soutient des frères musulmans. Mais Qui est complaisant? Sur les errements de la droite et des gouvernements précédents, ce constat que vous dressez appartiendra à la fois aux analystes mais après sur le fond. Oui, sur le fond. Sur le fond du sur sujet. les errements des autres, sur le fond du sujet. L'unicité. Aujourd'hui, nous devons tout faire. Vous savez, les musulmans dans notre pays, il ne faut pas qu'ils soient coincés. D'un côté, entre ce que vous dites, celles et ceux qui instrumentalisent le terrorisme et l'islamisme, qui est réel, attention, hein, pour cogner les musulmans. Et puis, les islamistes, qui essayent de dire à l'immense majorité des musulmanes et des musulmans de ce pays, qui se sentent très bien dans notre pays, qui se sentent très bien avec les valeurs de la République, qui leur disent « vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas céder aux principes et aux valeurs de la République ». Eh bien moi, je veux participer à faire en sorte que l'islam, qui est une religion qui évidemment a toute sa place dans notre pays, aux côtés des autres religions, et que les musulmans et les musulmanes se sentent à l'aise. Et il y a un combat aujourd'hui à mener. Il y a à réarmer idéologiquement le combat contre l'islamisme radical. Prenez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quasiment 95% des messages sur l'islam, sur les réseaux sociaux, sont des messages d'un islamisme radical. Il faut absolument aider les intellectuels, les femmes et hommes de culture ou de religion musulmane à s'emparer des réseaux sociaux pour que ce ne soient pas les plus réacs, les plus dangereux, les plus anti-républicains qui y aient table ouverte. C'est du boulot, il faut réarmer, mais il faut tranquilliser la société. Et pour tranquilliser la société, je lui dis, il faut tenir la promesse républicaine. Si vous ne tenez pas la promesse républicaine, il n'y a rien. Il faut combattre les ennemis de la République, mais si vous voulez la République, il faut la promesse républicaine, il faut la tenir. Donc les ghettos, les discriminations, l'insertion sociale, le fait que chaque femme, chaque homme de ce pays puisse s'épanouir, faire vivre ses compétences, son enthousiasme, ses envies, c'est ça qui fait la richesse d'un pays. Et puis, à un moment donné, il faut régler les problèmes là où ils sont, contrôler les associations. Mais vous savez, c'est déjà dans la loi de 1905, hein, on n'a rien inventé. Une association de 1905, elle est contrôlée normalement par Bercy. Une association de 1901, elle est contrôlée aussi si on veut contrôler les financements. Aujourd'hui, dans la rue, comme sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous tenez un discours contre la République, vous menacez. Mais ce qui est interdit dans la rue devrait être immédiatement appliqué sur les réseaux sociaux. C'est ça le principe. Ce qui est interdit dans la rue, c'est pas autorisé sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on n'applique pas. Sauf qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais qui a fait qu'il y ait que quelques dizaines de personnes dans la plateforme Pharos pour recevoir, traiter tous les messages, que ce soit des messages de type pédocriminel, que ce soit des messages de type raciste, que ce soit des messages de type terroriste, que ce soit des insultes. Il y a une plateforme. Donnons-lui les moyens. Donnons-lui les moyens de travailler. Imposons aux plateformes de réseaux sociaux de recruter des modérateurs. Enfin, franchement, avec les milliards que ces plateformes font, pourquoi elles n'ont pas des modérateurs qui interviennent beaucoup plus rapidement sur ces messages-là? Ce qu'on fait au niveau européen, moi je le fais, j'y travaille avec le commissaire breton, le commissaire français à la Commission européenne au numérique. Faisons en sorte, par exemple, qu'il y ait effectivement une responsabilité juridique de toutes ces plateformes en Europe. Comme ça, quand elles ne respectent pas la loi, quand elles ne respectent pas la règle édictée, nous avons un interlocuteur que nous pouvons sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, sur un certain nombre de plateformes, il faut demander aux États-Unis l'autorisation d'intervenir et on n'obtient jamais ce qu'on veut. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent. Pardon, je suis un peu emballé. Non, mais vous avez raison, la politique n'est jamais une matière froide, ou alors c'est qu'elle est morte, et c'est mauvais signe. Pas mal. Alors, je fais ce pas mal. Mais j'ai une question très importante et très concrète pour un peu clore cette séquence politique. J'ai une question de Florence. Florence dit, vous avez fait 3 millions de voix aux européennes.
vous nous le rappeliez, pour être au second tour des présidentielles, Il en faut 9. Il en faut 9. Voilà, il faut faire 22, 21%. Ouais. Il en faut entre 7 et 9. Comment vous allez aller chercher ce double de voix, avoir ce triple de voix qu'il vous manque? J'ajoute que vous avez en plus de ça un électorat qui est très hétéroclite. Comment vous allez rassembler, j'allais dire, des zadistes aux professions libérales du centre de Paris, des agriculteurs bio à Extinction Rebellion, dans ce fourmillement citoyen, cette soif d'écologie dont vous nous parliez? Comment est-ce que vous faites, j'allais dire, eh bien presque partie? Je dis régulièrement la société qui va bien, la société qui justement donne à chacune et à chacun tous ses droits et toutes ses chances, la société qui respecte la biodiversité parce que c'est une agriculture bio, qui respecte les paysans parce que ce sont des circuits courts qui sont payés décemment, dans les associations, dans les quartiers, dans les centres de recherche, dans les entreprises, dans les collectivités locales, partout, en fait, ce qui va bien existe. Il y a des choses extraordinaires dans notre pays. Des entreprises qui ont pris à bras-le-corps des nouvelles gouvernances d'entreprise où les salariés se sentent actrices, acteurs du travail et du sens. Je l'ai dit, des paysans qui se sont réconciliés avec la terre. Et puis à un moment, ils vont avoir un problème, ils sont capables de communiquer avec le paysan d'Australie qui est confronté au même problème. Je l'ai dit, dans les quartiers, partout, il y a des choses qui vont bien. La difficulté qu'on a, c'est que aujourd'hui, le modèle dominant les met en périphérie des politiques publiques. Ma responsabilité, telle que je la conçois, c'est que ce qui va bien dans la société ne soit plus en périphérie des politiques publiques, mais soit au cœur des politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes un paysan qui est tout seul sur 200 hectares pour faire du glyphosate, des pesticides, tout est ultra industrialisé. Eh bien, il touche plus d'argent que le paysan bio. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, une entreprise qui pollue fortement ne touchera potentiellement autant de subventions publiques que celle qui fait des efforts pour pas polluer. Eh bien, moi, je veux que dans ce moment politique que nous vivons, chaque euro soutienne ou soit conditionné sur le climat, sur le social, sur la parité homme-femme, sur l'ancrage territorial. Il n'y a pas de raison de donner plus d'argent public à Amazon qu'aux libraires. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux qu'Amazon paye ses impôts. Je veux qu'Amazon respecte ses salariés. Il y a des gens dans notre pays qui sollicitent et utilisent Amazon. Pourquoi pas? Mais je veux des commerces de centre-ville. J'étais dimanche dernier à Gonesse, où il devait y avoir Europa City. Vous voyez, vous me parliez de la social-démocratie. Eh bien, les socialistes, ils soutenaient Europa City. Un immense centre commercial qui bousille les meilleures terres agricoles d'Île-de-France. Et en plus, on voulait mettre une station de ski. Si vous allez à Gonesse, c'est plat, mais plat de chez plat. Ils voulaient mettre une station de ski. Mais vous voyez, la social-démocratie et l'écologie, ça peut travailler ensemble, mais ça pense pas toujours pareil. Et ben, tout ça pour dire que sur ce plateau-là, si on garde les terres agricoles, eh ben on a des paysans, on a des jeunes qui s'installent, on a des circuits courts, on a une alimentation de qualité qui va nourrir les cantines de Paris et du reste de l'Île-de-France. Et ben tout ça, ça nous permet d'avancer, et c'est comme ça que je veux convaincre. C'est en disant, regardez à côté de chez vous dans le quartier, regardez dans l'entreprise où vous travaillez ou dans l'entreprise d'à côté, regardez ces chercheurs, regardez ces associatifs. Et bien tous ensemble, on a une chance. C'est, d'une certaine façon, de nous réconcilier avec l'avenir. Aujourd'hui, tout le monde pense que l'avenir va être terrible. On sait que le passé, le présent, c'est dramatique, et que l'avenir va être terrible. Qu'est-ce que vous faites quand vous pensez comme ça? Ben, vous vous dites, avant c'était mieux. Et c'est toute l'extrême droite. Et ce sont les nostalgies régressives. Moi, je veux pas de nostalgie régressive. J'ai jamais pensé qu'avant c'était mieux. Il y a des choses qui étaient mieux, il y a des choses qui seront mieux après. Mais ce que je sais, c'est que si on combat le dérèglement climatique, si on combat l'extinction de la biodiversité,
si ça nous permet de créer plus d'emplois, plus de solidarité, plus de sens, eh ben on va se réconcilier avec le futur. Et quand on sera réconcilié avec le futur, on commencera à se réconcilier entre nous. Et si on se réconcilie avec le futur, qu'on se réconcilie entre nous, et qu'on arrive à mieux gérer notre statut de consommateur, de citoyen, de salarié, eh ben on se réconciliera un peu avec nous-mêmes, ce sera pas si mal. J'ai une question de Benoît. Comment convaincre ceux qui ont une forte sensibilité écolo, mais des convictions de droite? Vous savez, quand après les élections européennes, il y a pas mal de parents qui sont venus me voir à la rencontre. Ils disent, j'ai voté pour vous. Et il y en a de droite, j'ai voté pour vous parce que mes enfants m'ont demandé. Parce que j'ai compris que l'enjeu, c'était pas simplement, au fond, de donner à mes enfants un patrimoine social, culturel, financier, pour leur avenir, mais que si la planète n'était pas vivable, ben, mon patrimoine social, financier, il n'allait pas servir à grand-chose. Et je vois des personnes qui, y compris avec cette pandémie, se disent on a peut-être été un peu dur sur l'hôpital, sur l'école, voit bien que la police, enfin, que les services publics sont à l'os, que toute cette conception qu'a portée Macron aussi, ouais, il faut dégraisser le mammouth au fond. L'État, c'est pas des policiers, c'est pas une institutrice, c'est pas une aide-soignante, c'est des fonctionnaires qu'il faut les réduire forcément. Bien, et puis on a pu voir que on avait besoin d'Europe pour traiter les grands sujets. Ils ont pu voir que l'écologie, ça devenait rationnel économiquement. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, ce sont les énergies les plus rationnelles économiquement par rapport à toutes les autres. Même le charbon, aujourd'hui, même évidemment le nucléaire. Ils ont pu voir que l'écologie, c'était retrouver le contrôle de sa vie à l'échelle locale. On l'a vu à travers les municipales, les transports, votre logement, l'urbanisme, votre alimentation, les services publics. Et puis ils ont pu voir aussi que finalement dans ce monde ou dans cette mondialisation où on a l'impression que c'est un peu la guerre de tous contre tous, que les multinationales se gavent mais que on met en concurrence les citoyens, que ça crée des vagues migratoires, ça crée des pandémies. Eh bien, à travers le climat, à travers la biodiversité, à travers la solidarité, on retrouvait un projet commun qui fait qu'on est une communauté humaine. Et donc, vous voyez, ce que je veux dire à travers ça, c'est que l'écologie, elle nous permet de nous rassurer sur notre ancrage, sur notre lieu de vie. On devient davantage maître ou maîtresse de sa vie. Et ça satisfait notre aspiration à l'universel. Eh bien ça, je suis convaincu que ça peut être un projet majoritaire pour ce pays. Et s'il doit être majoritaire pour ce pays, c'est évidemment les écologistes, c'est les forces politiques qui s'écologisent, mais c'est aussi les Françaises et les Français qu'il va falloir convaincre, et on va devoir aller chercher à peu près partout. Et bien justement, comme on va chercher partout, je voudrais qu'on passe maintenant à la deuxième partie, celle qui va traiter des coalitions, de dépasser au fond la politique pour parler aux entreprises, aux citoyens, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Mais juste avant de parler de ces mouvements de fond, je vous propose de nous donner votre avis sur quelques éléments d'actualité. C'est notre rubrique « Ça fait plaise » ou « C'est pas ouf ».